Donc, Santiago Amigorena, 16 avril 2020, Paris. à Paris. Bonjour Santiago Amigorena. Bonjour. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Plutôt très bien. Non, non, très bien. Il fait très beau, il fait chaud. Voilà. Je suis dans un appartement qui a du soleil. Il y aura peut-être des mails qui vont faire du bruit. Je ne sais pas si je peux l'enlever, ça. C'est pas grave. Votre roman qui est sorti à l'automne chez POL s'appelle Le Ghetto intérieur. Est-ce que la littérature et l'écriture constituent votre ghetto intérieur salvateur? C'est une bonne question. Est-ce que c'est un ghetto? Je ne sais pas s'il y a des enfermements qui sont vraiment salvateurs. J'aime bien l'idée qu'on est plus heureux dans l'ouverture, mais c'est vrai que l'ouverture n'est pas forcément une ouverture spatiale. Donc oui, sans doute l'écriture et la lecture, les deux ensemble, permettent de ne jamais être complètement enfermé. En même temps, moi, je vis l'écriture elle-même toujours comme une forme de distanciation du monde. Donc, je pense qu'il y a les deux. C'est un peu la double nature, disons, de l'écriture, c'est d'enfermer et de libérer à la fois. En quoi est-ce qu'elle vous a sauvé? L'écriture, je dis souvent que j'écris pour survivre à mon passé, parce que je pense, quelqu'un de très mélancolique et très nostalgique à la fois. Donc, j'ai une forme de souffrance qui est toujours là quand je pense au passé. Et le fait d'écrire le passé me libère de ce poids-là. Et encore une fois, c'est un double geste. C'est un geste libérateur et en même temps, c'est évidemment raviver les douleurs. Parce que se souvenir d'un souvenir heureux, ça montre que le souvenir heureux n'est plus là. Et se souvenir d'un souvenir malheureux, en général, ça fait renaître la douleur. Mais malgré tout, quand on trouve une forme qui semble juste, quand on trouve des mots qui semblent justes, je pense il y a une certaine libération qui se fait aussi. Vous parlez de la douleur, vous êtes l'enfant de parents psychanalystes. Est-ce que vous diriez qu'en cette période de confinement, nous sommes tous renvoyés quelque part à nos ghettos et à nos démons intérieurs? Sans doute, oui. Je suis très mal placé pour parler de ça, parce que comme je passe ma vie depuis très longtemps à essayer d'évoquer et d'invoquer à la fois mes démons intérieurs, je ne peux pas avoir un avis très clair sur comment les autres vivent le fait que ces démons peuvent surgir alors qu'on les évoque ou qu'on les invoque pas. Pour moi, c'est un peu ma vie normale de, de, de me faire subir ce type de situation. Donc, je pense que pour plein d'écrivains, c'est vraiment, on est sans doute les personnes qui, quand les conditions matérielles sont bonnes, souffront le moins de ce type de situation. Dans votre livre, vous évoquez le fait que vous parlez des mots qui manquent pour évoquer certaines situations, certains sentiments. Il a aussi longtemps manqué ce mot qu'est la Shoah. Au début, comme vous le signalez, on parlait de catastrophe, on parlait de drame, on parlait de cataclysme, d'apocalypse. Quel mot est-ce qu'on devrait mettre aujourd'hui sur le coronavirus et la crise qu'elle engendre? Moi, je pense que sans doute, il y a le même problème, ou il y aurait le même problème si on voulait chercher un nom qu'il y a eu avec la destruction des Juifs en Europe. C'est-à-dire qu'on a mis très longtemps à trouver un mot. Pendant, voilà, pendant des années et des années, tout le monde a employé le terme de solution finale, donc qui était le vocabulaire nazi. Euh, je pense qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est une forme, comment dire, de soulagement à parler, à nommer la maladie Covid-19, donc une espèce de terme le plus simple avec l'année, la référence de l'année, et à parler de confinement, qui est quand même un terme assez étrange qu'on n'employait jamais avant, ou de distanciation sociale. C'est vraiment des termes
C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une recherche d'un vocabulaire pour parler de ça. Euh, je ne pense pas qu'on peut trouver le bon mot aujourd'hui. Je pense que les mots justes mettent très longtemps à être trouvés et il faut parfois plusieurs générations. Plusieurs personnes disent que votre livre en ce moment est vraiment un refuge, qu'il est vraiment important. Comment est-ce que vous pouvez expliquer que ça fasse vraiment écho à cet enfermement et à ce que nous ressentons aujourd'hui? C'est vrai que le livre raconte très clairement l'histoire de quelqu'un, donc mon grand-père, juif polonais, vivant à Buenos Aires pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui est dans une situation d'enfermement. Parce disons que, ayant toutes les libertés possibles, parce qu'il est très loin du conflit de la Deuxième Guerre mondiale, il choisit de s'enfermer dans le silence et dans une sorte de mélancolie un peu morbide. Et il fait une sorte de cauchemar récurrent qui est vraiment une sensation d'enfermement dont on ne peut se libérer qu'en se tuant. C'est-à-dire que c'est un peu ce que les gens, je pense, sentent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut sortir dans la rue, mais que voilà, sortir dans la rue est très dangereux et c'est un danger assez difficile à nommer, à percevoir. Donc c'est vrai que ça ne m'étonne pas qu'il y ait des gens qui lisent le livre aujourd'hui et qui fassent des parallèles avec la situation qu'on vit. Tant je pense qu'il y a sans doute plein d'autres livres qui comportent des métaphores de l'enfermement. Je ne sais pas, je pense comme ça, mais beaucoup de livres de Kafka, je pense, peuvent être lus aujourd'hui aussi par rapport à cette idée d'enfermement. À quoi ça nous renvoie comme possibilité, comme impossibilité. On ne va pas révéler, tout le livre, mais cet homme, dont on découvre effectivement que c'est votre grand-père, est rongé par le fait que ses proches, dont sa mère, soient restés en Pologne, dans le ghetto de Varsovie. Il attend impatiemment les lettres de sa mère qui, peu à peu, vont disparaître. Aujourd'hui, vous et moi et certains privilégiés sur terre, on a d'autres moyens de communication, des moyens d'entrer en contact avec nos proches constamment. En quoi est-ce que c'est vraiment une énorme différence? C'est très compliqué, hein, parce que je ne sais pas c'est-à-dire quelle part de liberté, quelle part d'interdit ça nous propose. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai trois enfants. Il y en a une petite fille très petite qui est là avec moi à Paris dans mon appartement. Donc voilà, je la vois tous les jours, même je la vois beaucoup plus qu'avant parce que je ne sors pas. Euh, et j'ai deux fils plus grands qui sont pas à Paris, qui sont dans le sud de la France. Et donc je les vois, comme plein de gens en ce moment, à travers Internet. Et c'est un plaisir de pouvoir voir leur visage, parler avec eux de cette manière. En même temps, je ne sais pas ce qui s'est perdu dans le fait de ne pas s'écrire des lettres, même des lettres qu'on ne pourrait pas envoyer, des lettres qu'on enverrait plus tard ou qui mettraient du temps. C'est-à-dire que dans l'immédiateté de la communication aujourd'hui, il y a des choses qui sont très plaisantes, qui apportent beaucoup de bonheur, et en même temps, il y a toute une partie de l'épaisseur que prenaient les choses quand il fallait leur accorder plus de temps. Et cette épaisseur-là, elle s'est perdue. Donc, quand on écrivait une lettre, voilà, très souvent on faisait un brouillon, on y pensait beaucoup plus de temps. Quand on la lisait aussi d'une autre manière que quand on entend les mots ou quand on lit un mail. Donc, voilà, c'est un bien et un mal, sans doute. L'épidémie, elle touche toute la planète. Vous-même, vous êtes né en Argentine. Qu'en est-il de la situation là-bas? En Argentine, pour le moment, moi j'étais, comme je pense tous les Argentins et surtout les Argentins qui vivent à l'étranger, j'étais très effrayé parce que les hôpitaux en Argentine sont, la médecine est bonne, mais voilà, la situation matérielle des hôpitaux est catastrophique. La pauvreté est très très grande. Et en même temps, je pense que le gouvernement a plutôt bien fait les choses. C'est-à-dire qu'il y a eu un confinement très tôt. Je
pense qu'on vient d'arriver à 2000 contagions. Il y a presque 100 morts, je crois un tout petit peu moins de 100 morts pour le moment. Mais ça a été fait très tôt par rapport à d'autres pays, par rapport à d'autres pays latino-américains comme le Brésil, où presque rien n'a été fait. Voilà, l'Argentine a l'air plutôt de bien se comporter pour le moment et de maîtriser un peu plus que d'autres pays cette situation. Vous avez un frère qui est immunologue et qui est chercheur à l'Institut Curie. Qu'est-ce qu'il vous transmet de ses connaissances sur le coronavirus? Bon, il n'est pas du tout spécialisé sur le coronavirus, il fait de la recherche fondamentale et ses recherches s'appliquent plutôt au cancer. Donc voilà, c'est loin du coronavirus, mais il me transmet, il me fait lire parfois des articles que je ne lirai pas parce que ce sont des articles scientifiques. Là, il y a quelques jours, il m'a envoyé l'article d'un collègue à lui qui est professeur aux États-Unis et qui a fait un cours sur les épidémies l'année dernière, donc qui a résumé un peu son cours d'une année sur les épidémies pour le faire lire justement à des gens comme moi qui ne sont pas du tout scientifiques. Euh, bon, il a, comme je pense plein de scientifiques, une certaine distance aussi par rapport à la situation, c'est-à-dire il, voilà, il est en face de quelque chose qu'il connaît mieux et que donc il peut regarder avec plus de distance. Donc, mais bon, moi, c'est pas quelque chose. Disons que moi, je le regarde sans doute d'une manière plus politique, lui d'une manière plus scientifique, mais ça se rejoint. C'est-à-dire qu'on a la chance tous les deux de ne pas avoir été touchés, de ne pas avoir des proches qui sont touchés par cette maladie. Nos parents sont vivants, donc ils sont âgés tous les deux. Euh, Santiago, je vous ai perdu. Vous pour le m'entendez? moment, je crois tous les deux. Et on dialogue et c'est très agréable. Vous disiez que vous avez un regard plus politique sur les choses. Quel est ce regard? C'est-à-dire que j'ai toujours un regard politique sur ce qui ne me concerne pas directement. euh, En tout cas, j'essaye. Donc voilà, je pense que la situation qu'on vit aujourd'hui est aussi exceptionnelle d'un point de vue politique. Donc quand je m'interroge sur les termes, par exemple, distanciation sociale, euh, c'est vrai que voilà, il y a quelque chose d'effrayant dans le fait qu'on est en train de vivre une situation qui est sans doute ce que moi j'ai toujours craint le plus pour une société, pour notre société, mais pour n'importe quelle société humaine, qui est l'obligation de rester loin des autres. Là, voilà, il y a une raison qui est évidemment pas du tout euh, humaine, c'est-à-dire c'est pas une décision politique, il n'y a personne qui est coupable de cette situation-là, aucun être humain en tout cas, sauf peut-être que quelqu'un qui aime trop le pangolin et qui n'a pas résisté à un bon pangolin grillé ou frit, je ne sais pas comment on le sert, mais voilà, à part cette personne-là, il n'y a pas de coupable. Mais pourtant, on est dans une situation où on peut dire, voilà, qu'est-ce qu'on va faire avec cette situation et comment on peut essayer de mieux en sortir. Il y a plein de gens qui pensent à comment en sortir mieux par rapport au climat, par rapport à la consommation, par rapport à notre manière de vivre en général, voilà, de s'attacher à des choses peut-être qui ne sont pas importantes et qui font du mal à la planète d'un côté, à d'autres êtres humains aussi. Moi, je pense plus, voilà, des termes peut-être plus abstraits, mais comment est-ce qu'on peut faire de cette situation-là quelque chose plutôt qui nous amène tous à être plus, plus proches, plus en contact. Dans votre dernier livre qui s'appelle Il y a un seul amour aux éditions Stock, vous avez participé à cette très belle expérience imaginée par Alina Gurdiel, qui est de passer une nuit entière dans un musée. Aujourd'hui, presque toutes les grandes villes du monde sont devenues des villes musées, des villes désertes. Dans laquelle est-ce que vous aimeriez errer ou vous promener?
Voilà, je ne pense qu'à ça parce que j'aime beaucoup marcher dans les villes surtout. J'aime beaucoup plus marcher dans les villes que dans les forêts ou des lieux dépeuplés. Euh, Là, je rêve que de ça. Je rêve autant de marcher à Paris parce que c'est ce que je fais le plus, mais vraiment ce qui me ferait très très plaisir, c'est de marcher à Buenos Aires, à Montevideo, à Athènes, à Rome, à New York. Il y a énormément de villes dans le monde où j'adore marcher. Donc, ça me manque beaucoup. Dans ce livre, vous parlez aussi, de l'amour, de 2 amours que vous avez, notamment celui, pour une femme, la femme avec laquelle vous vivez aujourd'hui et aussi l'amour de l'art. En quoi est-ce que ces 2 amours-là sont encore plus précieux, plus essentiels aujourd'hui? Ça aussi, c'est une grande question parce que je pense il faut résister aussi à cette situation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que, évidemment, j'aurais envie de dire, c'est fondamental aujourd'hui de s'attacher à l'amour de l'art ou à l'amour d'une personne dans cette situation dans laquelle on vit. Mais il ne faut pas que ça fasse que ce rapport au monde qui passe par l'amour pour un être humain, pour beaucoup d'êtres humains ou pour des œuvres d'art, perdent de l'importance en dehors du confinement. Donc, j'aurais envie de dire que ce qui est important aujourd'hui, c'est de penser que tout ce qu'on peut comprendre aujourd'hui doit surtout nous aider demain à ne pas, voilà, à ne pas laisser de côté. Euh, je ne sais pas, par exemple, consommer moins, lire plus, je pense que c'est des choses très simples. J'espère qu'il y a beaucoup de gens confinés qui se rendent compte voilà, que peut-être ils consommaient trop et ils ne lisaient pas assez. Je ne dis pas ça pour qu'ils consomment des livres, je dis ça pour qu'ils lisent. Les livres, voilà, on n'a pas besoin de les consommer, on peut les prêter. On en a tous plein qu'on n'a pas lu chez soi aussi. Voilà. Donc, moi, je sais que c'est mon principal bonheur en ce moment, c'est que voilà, j'ai quelques. Bon, je ne sais pas si on voit les livres vraiment, mais Oui. euh, voilà, j'ai quelques livres un peu partout qui m'entourent. Je suis très content voilà, de lire ce que je n'ai pas lu, de relire ce que j'ai lu. Voilà, c'est quand même un temps assez exceptionnel pour ça. Eh bien, merci beaucoup, Santiago Amigorena. Surtout, portez-vous bien et que tout Merci à se passe vous, et bien vous pour aussi. vous. Merci. Merci.